Bienvenue sur le podcast Coalescence, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs d'aujourd'hui, ceux qui font coexister humanité et rentabilité pour créer le monde de demain. Je suis Laure Barbaza, fondatrice de la Fabic. On se retrouve tous les 15 jours pour donner la parole aux entrepreneurs qui font coexister humanité et rentabilité. La coalescence, c'est le phénomène physique de deux gouttes d'eau qui se rejoignent pour former une goutte plus grosse et plus puissante. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent de d'habitude. C'est un épisode solo où je vais vous partager un cas pratique d'entreprise internationale qui incarne concrètement l'alliance entre humanité et rentabilité. Et pour cet épisode, j'ai choisi la pionnière dans l'histoire, une entreprise internationale, rentable, influente, mais aussi profondément engagée. Je parle de Patagonia. J'imagine que vous connaissez tous cette entreprise mondialement connue. Patagonia, ce n'est pas seulement une marque de vêtements outdoor, c'est aussi une entreprise qui, depuis plus de 50 ans, expérimente une autre manière de faire du business. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser quelques chiffres. Parce que Patagonia, parfois, est perçue comme une entreprise à part presque militante, alors qu'on parle en réalité d'un acteur économique majeur. En 2025, Patagonia réalise 1,47 milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel et près de 60% de ses ventes sont réalisées aux États-Unis et le reste à l'international. L'entreprise compte aujourd'hui 3700 collaborateurs et collaboratrices dans le monde. Donc ce sont vraiment des chiffres importants à rappeler parce qu'ils montrent une chose essentielle. Les choix forts de Patagonia en matière d'écologie, de social et de gouvernance ne concernent pas une petite structure marginale, mais bien une entreprise historique, internationale, rentable et en croissance. Et c'est précisément ce qui rend ce cas si intéressant pour Coalescence. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. On va revenir aux origines. L'intérêt pour moi de cette entreprise est vraiment de vous partager des actions concrètes mises en place par cette entreprise dès les années 80 pour allier humanité et rentabilité. Donc, c'est parti. Donc, Patagonia est fondée en 1973 en Californie par Yvon Chouinard. C'est un artisan, un grimpeur et un entrepreneur déjà un peu à contre-courant à l'époque. Dès le départ, Yvon Chouinard se pose une question simple. Comment créer des produits sportifs performants sans détruire les écosystèmes qui permettent de pratiquer ces sports? C'est cette question qui va devenir le fil conducteur de toute l'entreprise. Et en 1985, donc 12 ans après sa création, Patagonia met en place une première action structurante qui peut être vraiment inspirante pour vous, les auditeurs qui m'écoutez. Donc, dès 1985, Patagonia décide de reverser 1% de son chiffre d'affaires à des associations environnementales. À l'époque, c'est vraiment inédit. Ce n'est pas un don ponctuel, c'est un engagement annuel intégré au modèle économique. Et donc ça, c'était en 1985. Cette initiative donnera naissance en 2002, presque 20 ans après, au mouvement 1% Force the Planet, qui est aujourd'hui repris par des milliers d'entreprises dans le monde. Je vais peut-être faire une aparté sur le mouvement 1% Force the Planet, parce que je trouve que c'est important, c'est assez connu, mais ça vaut le coup de préciser. 1% Force the Planet, c'est un mouvement mondial aujourd'hui et les entreprises membres de 1% Force the Planet s'engagent à reverser 1% de leur chiffre d'affaires annuel directement aux associations agréées de leur choix. Donc quelques chiffres pour 1% Force the Planet pour se rendre compte de l'ampleur que ça a au niveau mondial. Depuis 2002, 1% Force the Planet a reversé 823 millions de dollars dans le monde. Cela représente plus de 4425 entreprises qui sont membres de ce mouvement. Il y a plus de 110 pays qui sont représentés dans le monde et 1% Force the Planet a agréé 7265 associations environnementales qui sont susceptibles de recevoir ces dons. Voilà. Et Patagonia, en 1985, avait eu l'idée déjà de reverser 1% de son chiffre d'affaires. Donc, ils ont été vraiment les pionniers. Ensuite, il y a eu un changement radical en 1996
Donc c'est un vrai virage pris par Patagonia, puisqu'ils prennent une décision lourde de conséquences économiques. Ils décident de passer 100% de leur production coton en coton biologique. À l'époque, cela signifie des coûts plus élevés, des fournisseurs à repenser et forcément des marges sous pression, des marges réduites. Mais c'est vrai que pour Patagonia, qui était fortement engagé dans la préservation des écosystèmes, comme on l'a dit au début, continuer à utiliser du coton conventionnel, qui était l'une des cultures les plus polluantes au monde, n'était vraiment plus acceptable. Et cette décision de changer radicalement de fournisseurs en termes de coton marque un vrai tournant pour l'entreprise, puisque Patagonia ne cherche plus seulement à compenser ses impacts, mais à transformer en profondeur sa manière de produire. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce qu'ils vont bien au-delà de la compensation carbone. Ils décident vraiment de repenser en fait la manière de produire le coton. Et donc ça, c'était en 1996. Ensuite, la troisième action majeure, c'est en 2007. Patagonia, il lance une initiative majeure, ça s'appelle The Footprint Chronicles. L'objectif est simple, mais audacieux. Permettre à n'importe quel client de voir où, comment et dans quelles conditions chaque produit est fabriqué. Donc là, ils axent vraiment sur la transparence des produits vis-à-vis de leurs clients. Donc dans ce Footprint Chronicles, on y trouve les usines, les matières premières, les impacts environnementaux, les progrès, mais aussi les limites. Patagonia, dans cette démarche, accepte de montrer qu'elle n'est pas parfaite. Et c'est vrai, cette transparence crée quelque chose de fondamental au niveau des clients, c'est de créer un climat de confiance. Et là, c'est vrai que je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez important parce que même si là, l'objectif n'était pas forcément de montrer que la démarche est 100% parfaite, et c'est notamment ce que certaines entreprises font lorsqu'ils publient des rapports RSE, par exemple. L'objectif n'étant pas d'être exhaustif et de dire c'est parfait, mais c'est en tout cas de montrer qu'il y a un chemin entrepris, il y a une démarche en fait réalisée par l'entreprise pour être plus responsable. Et forcément, on part d'un point A pour arriver à un point B. Et on sait très bien que le point A n'est pas forcément idéal, mais voilà, que c'est de l'évolution progressive. Et ça, Patagonia l'a fait dès 2007. Donc ils sont vraiment précurseurs en la matière. Ensuite, Patagonia aussi est pionnier puisqu'en fait, ils ont mis l'humain au cœur de la stratégie d'entreprise et dès le début, très, très tôt. Donc là, on parle des années 80 et d'ailleurs, peut-être que vous connaissez Patagonia pour ça, puisque en interne, l'entreprise a mis en place des horaires flexibles, des congés parentaux étendus, une culture basée sur l'autonomie et la confiance et la possibilité d'adapter son travail à sa vie personnelle. Et ça, voilà, c'était déjà dès les années 80. J'aimerais revenir sur la devise du groupe Patagonia parce qu'en fait, c'est comme ça qu'une entrepreneur m'en a parlé et j'ai trouvé ça super. C'était qu'en fait, donc, l'entreprise Patagonia était une entreprise sportive avec beaucoup de surfeurs. Et la devise, c'était « Let my people go surfing ». L'idée, c'est de dire qu'en fait, un vrai surfeur va surfer lorsque les vagues, la marée et le vent sont au rendez-vous. Et donc, du coup, avec cette devise, Patagonia montre qu'elle laisse ses salariés gérer leur temps comme ils le souhaitent. C'est vraiment une entreprise responsable et aujourd'hui, on la définirait comme une entreprise libérée. Un autre exemple de la considération des salariés de la part de l'entreprise Patagonia, parce que pour le fondateur, c'était important que les salariés n'aient pas à choisir entre leur vie de famille et leur vie professionnelle. Donc du coup, ils ont mis en place un système de crèche d'entreprise où voilà, ils subventionnent
massivement la garde d'enfants des salariés sur place. Ensuite, Patagonia s'engage à partir de 2011 à lutter contre la surconsommation, notamment en lançant une campagne devenue iconique. C'était avec le slogan « Don't buy this jacket », donc n'achetez pas cette veste. C'était vraiment inédit puisque c'est une entreprise qui demande à ses clients de ne pas acheter si ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment à contre-courant de tout ce que le marketing a appris, et notamment à l'époque. C'était il y a plus de 15 ans. Mais Patagonia, ils assument produire moins mais mieux, vendre moins mais plus durablement. D'ailleurs, cette logique se concrétise en 2013 avec le lancement du programme Worn Wear. Patagonia, avec ce programme, propose la réparation gratuite ou à faible coût, la revente de vêtements d'occasion et l'allongement maximal de la durée de vie des produits. Et en 2019, c'est l'initiative Recraft qui pousse encore plus loin cette logique circulaire en créant des vêtements à partir de chutes et de pièces usagées. Ensuite, Patagonia montre aussi qu'une entreprise rentable peut utiliser ses succès commerciaux comme levier d'impact. Et là, l'idée, à partir de 2016, c'est vraiment comment ils peuvent utiliser leur croissance pour financer l'impact. Donc, ils font une première opération en 2016 lors du Black Friday, où la marque reverse 100% de ses ventes du jour à des associations environnementales. Résultat, c'est près de 10 millions de dollars donnés en une seule journée. En 2018, suite à une baisse d'impôts aux États-Unis, Patagonia décide de reverser l'intégralité du gain fiscal, soit environ 10 millions de dollars, à des organisations de protection de l'environnement. Là encore, pas de grands discours, mais des actes. Patagonia a aussi investi dans l'innovation, notamment des matières. Aujourd'hui, une grande partie des produits Patagonia est fabriquée à partir de polyester recyclé, et ça ils l'ont fait dès 1993, de nylon recyclé et de matières à faible impact. L'entreprise s'est fixé un objectif clair, éliminer progressivement les matières vierges issues du pétrole, au profit de matériaux recyclés ou régénératifs. C'est vraiment une vision long terme, assumée, même si elle est complexe à mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'ils détaillent toutes, sur leur site internet, toutes les innovations qu'ils ont mises en place au niveau des matériaux. En septembre 2022, Yvon Chouinard, donc le fondateur de Patagonia, stupéfie le monde des affaires en annonçant qu'il cède sa société, alors évaluée à l'époque à 3 milliards de dollars. Et il alloue 2% des actions à un trust pour que les bénéfices servent à des actions sociales et les 98% restants à l'organisation Holdfast Collective chargée de défendre des causes environnementales. Et en fait, sa décision a notamment été motivée par son entrée dans la liste des milliardaires établie par le magazine Forbes. En fait, il ne s'est jamais considéré comme tel et s'en est vraiment trouvé blessé. Donc, suite à ça, il a décidé de vendre en fait la société Patagonia. La décision de céder l'entreprise sous ce format-là avait clairement l'objectif d'afficher et de faire en sorte que tous les bénéfices non réinvestis servent exclusivement à la protection de l'environnement. Patagonia reste une entreprise rentable, mais sa finalité est désormais clairement affichée, utiliser le business comme un outil au service du vivant. Patagonia nous montre que l'engagement peut être structurant, pas forcément accessoire, que la rentabilité n'est pas incompatible avec des choix exigeants et que la cohérence sur le long terme crée de la valeur économique, sociale et environnementale. Ce n'est pas un modèle parfait, mais c'est un modèle assumé, cohérent et profondément inspirant. D'autant plus que l'entreprise, je le répète, a été créée dans les années 80. Donc ils ont vraiment été précurseurs dans la mise en place d'un système innovant qui allie humanité et rentabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si ça t'a plu, abonne-toi. On se retrouve dans 15 jours. Et en attendant, n'oublie pas, c'est avec des gouttes qu'on crée des vagues.